Bienvenue dans cette troisième édition de Vieillir bien. Ce soir, nous allons parler d'un univers absolument fascinant qui ne se voit évidemment pas à l'œil nu et qui pourtant est essentiel pour notre santé, le microbiote intestinal. Savez-vous que notre tube digestif recèle plus de 100 000 milliards de micro-organismes et que ces micro-organismes, donc des bactéries, des virus, des champignons, des levures, bref, toute une famille assez importante, pèse pas moins de 2 kilos et est organisé comme un véritable écosystème qui commande absolument l'intégralité de la santé, de notre santé physique et mentale. Et oui, c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Rentrer dans les profondeurs du microbiote, notre empreinte bactérienne tellement importante pour notre santé. L'intestin, c'est le cœur de notre vitalité, c'est le cœur de notre santé, hein, tout simplement parce que c'est un grand chef d'orchestre. Souvent, j'entends dire en fait que nous sommes ce que nous mangeons. Ben, en fait, c'est pas exactement ça. C'est plutôt nous sommes ce que nous digérons. Parce que la nourriture en fait que l'on peut ingérer, eh bien, il faut qu'elle soit transformée en micronutriments pour que nos organes puissent fonctionner. Hein, il n'y a pas un passage direct. Il y a un moment, il y a un organe transitoire totalement essentiel, hein, qui va justement remplir cette fonction de démontage alimentaire. Il faut que vous visualisiez en fait votre intestin comme une usine de démontage alimentaire qui fonctionne la nuit. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous disais que la chronobiologie de notre corps est très importante et qu'il faut dîner tôt pour que la digestion soit terminée au minimum 1 heure avant d'aller se coucher et idéalement 2 à 3 heures avant. Parce que la nuit, l'intestin, il ne doit pas digérer. L'intestin, il démonte en fait tous les aliments qu'il a ingérés, que nous avons ingérés dans la journée et ben, il les transforme en vitamines, en oligo-éléments, en sels minéraux. Voilà, il va lui prendre tout ce que nous avons donné à notre corps dans la journée pour justement faire ce travail de démontage alimentaire. Voilà. Donc, l'intestin, c'est sa fonction essentielle, c'est ça, c'est-à-dire de, procéder, hein, au démontage alimentaire de ce que nous avons ingéré pour le transformer en micronutriments dont notre organisme a besoin pour fonctionner. Et puis l'intestin, il est important aussi parce que il est en lien direct avec notre cerveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Comment ça marche ça? Eh bien, nous avons le nerf vague qui part de l'intestin, qui remonte et qui passe derrière le diaphragme, qui continue à monter derrière notre carotide et hop, il se branche directement sur le cerveau. Donc c'est une espèce de ligne téléphonique, hein, entre les intestins et la centrale cérébrale. Voilà. Donc c'est très important parce que vous vous rendez bien compte que ça fait un centre de commande totalement stratégique. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre soin de notre intestin et comprendre en fait comment il fonctionne. Et alors à toutes celles que ce sujet passionne, il y a un livre génial qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, qui a été écrit il y a quelques années par une jeune doctorante en médecine qui a fait, en fait, c'était sa thèse, et puis elle en a fait un livre qui est très accessible. Et si ça vous intéresse, franchement, c'est vraiment très bien documenté et très bien expliqué. Voilà, je ferme ma parenthèse. Puis sinon, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous faire un résumé du livre Le charme discret des intestins, de l'intestin, pardon. Donc, nous avons notre intestin. Notre intestin, donc, c'est une barrière de haute protection, hein, et c'est une barrière de haute précision. Pourquoi? Parce que notre intestin, en fait, c'est une membrane, il est entouré d'une membrane qui est totalement perméable et qui ne laisse passer, en fait, dans notre organisme que les micronutriments dont nous avons besoin. Et donc, imaginez cette barrière qui est donc une membrane assez serrée, totalement, imperméable. Sauf que si elle se retrouve à être fragilisée, cette membrane, et qu'elle perd son imperméabilité, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, eh bien, elle va se distendre et laisser passer en fait à l'intérieur du corps des grosses molécules
des bactéries qui ne devraient pas passer. Et là, l'inflammation, en fait, va se diffuser. C'est comme ça que se diffuse, en fait, dans notre organisme, ce qu'on appelle l'inflame aging, c'est-à-dire une sorte d'inflammation globale, qui est très embêtante parce qu'elle peut, comme elle se diffuse via le réseau sanguin, elle peut aller attaquer n'importe quel de nos organes. Et en général, ça commence à bas bruit, et puis cette inflammation, on ne s'en rend absolument pas compte. C'est vraiment de l'inflammation de bas bruit, voilà, qui crée un état inflammatoire chronique. Et ça, c'est embêtant parce que ça fragilise notre système immunitaire et c'est la porte ouverte à un tas de maladies qu'on n'a pas du tout envie d'avoir. Ça, c'est quand notre barrière intestinale, elle devient perméable. Voilà, c'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et ce n'est pas du tout un état anodin ni un état, comment dire, qu'il faut laisser comme ça. Hein. Donc notre intestin, c'est vraiment une barrière de haute protection et de haute précision qui gère tout l'apport de micronutriments dans notre organisme. Et donc, cette barrière, quand elle est fragilisée, hein, eh bien, c'est comme ça qu'on voit arriver, par exemple, le stade 1, ce sont les allergies. Voilà. Donc, là, une peau qui tout à coup devient hyper réactive, qui gratte, de l'eczéma, c'est en règle générale, en fait, un des signes premiers que notre barrière intestinale est en souffrance, qu'elle est en train de perdre son imperméabilité. Voilà, donc c'est un signe à prendre en considération. Alors bien sûr qu'on va aller chez le dermatologue, il va nous donner une pommade à la cortisone. Très bien, ça va enlever l'eczéma. Mais la question à se poser derrière, c'est qu'est-ce qui a fait que tout à coup j'ai développé cette réaction inflammatoire? Parce que l'eczéma est une réaction inflammatoire de la peau. Voilà. Et pour comprendre en fait le mécanisme qui a amené à ça, il faut savoir que notre intestin, en fait, il a un organe, lui, à part entière, notre intestin, c'est le microbiote. Voilà. Autrement appelé la flore intestinale. Alors ça, c'est incroyable. Le microbiote, imaginez, c'est 100 000 milliards de micro-organismes. Des bactéries, des levures, des champignons, des virus. Tout ça, ça vit très bien ensemble. Ils sont organisés, ces micro-organismes, en famille, hein, en colonies. Ils s'équilibrent et en fait, ils vivent comme ça très bien en communauté. Et comme le corps humain, imaginez 100 000 milliards de micro-organismes, ça pèse à peu près 2 kilos quand même. Hein, et c'est 10 fois plus que le nombre total de cellules que nous avons dans notre corps. Bon, c'est pour ça que vraiment, l'intestin, en lui-même, il fonctionne grâce à ce microbiote. Alors imaginez, comme le corps est super bien fait, tous ces micro-organismes organisés en tribus, eh bien, vont s'accrocher à la paroi intestinale grâce à un film qui est autour de notre paroi intestinale, qui s'appelle un biofilm, en fait, qui permet à toutes ces colonies de micro-organismes de s'accrocher et de ne pas, en fait, être emmenés par le transit intestinal. Parce que sinon, ça veut dire que tous les jours, on devrait tout refaire, notre microbiote. Voilà, pas du tout. Donc, on a ce film, en fait, protecteur qui permet à notre microbiote, enfin à tous ces micro-organismes, pardon, de rester accrochés à la paroi intestinale. Et quand ça fonctionne bien, eh bien, vous vous en rendez compte tout de suite, puisque vous avez donc une digestion qui se fait de façon très simple, vous avez un transit intestinal qui fonctionne bien, vous n'avez pas de ballonnement, vous n'avez pas de gaz, vous n'avez pas de flatulence, vous n'avez pas de douleur, notamment sur le côté droit qui est le côlon. Je crois que c'est le côlon ascendant, c'est le gros côlon, hein, là où le microbiote est le plus important, c'est au niveau du côlon que nous avons la plus grande partie de notre microbiote. Alors ce microbiote, en fait, c'est un peu notre empreinte bactériologique. Il est totalement unique à chaque personne. Nous avons tous un microbiote différent les uns des autres. Ce microbiote, il se fabrique au moment de notre naissance. Quand un bébé est dans le ventre de sa mère, c'est un univers totalement stérile, il n'y a pas de microbiote. C'est en passant par les voies naturelles que là,
l'enfant commence à fabriquer son système immunitaire parce que, en fait, ce système immunitaire, il est où? Il est fabriqué par le microbiote intestinal. C'est pour ça qu'il est aussi important. 70% de notre immunité provient de notre microbiote. C'est la raison pour laquelle, quand il est déséquilibré, on s'en rend compte assez rapidement, notamment quand on a des infections à répétition. C'est pareil, des infections à répétition, ça veut dire que notre système immunitaire ne fonctionne pas bien. Là, il faut quand même s'interroger aussi sur est-ce que mon microbiote est un microbiote sain ou est-ce que j'ai un déséquilibre momentané, pas momentané? Qu'est-ce qui se passe? Il faut investiguer ça, c'est important. Donc, le microbiote, il se fabrique il commence à se fabriquer au moment de la naissance, il continue de se développer avec le lait maternel, et c'est un peu la raison pour laquelle, par exemple, tous les enfants qui sont nés plus tôt par césarienne, et quelle que soit la raison, qui n'ont pas pu être allaités, ont un système immunitaire beaucoup moins costaud, en fait, que les enfants qui sont nés par voie naturelle et qui ont été nourris au lait maternel. Donc notre microbiote, ensuite, il va se développer tout au long de notre vie. Il commence à se fragiliser, on va dire, aux alentours de 65-70 ans. Donc là, il faut faire encore plus attention à la qualité de notre alimentation, puisque c'est comme ça, vous allez voir, que notre microbiote s'entretient. Mais il reste, sinon, assez stable. Mais il est sensible, et notamment, il est sensible à une mauvaise alimentation et aux médicaments, aux antibiotiques. Quand on a des traitements antibiotiques lourds ou des traitements corticoïdes ou des traitements d'immunothérapie, il y a un moment où ça, c'est vrai, ça vient en fait déstabiliser le microbiote. Alors, ce microbiote, c'est un vrai en fait, chef d'orchestre de tout notre corps. Quelles sont ses fonctions majeures? Alors, d'abord, il aide à digérer. Voilà, première chose. Or, la digestion est fondamentale, parce que je vous ai dit, nous sommes ce que nous digérons. C'est quand nous digérons les aliments que le corps fabrique tous les micronutriments dont vont avoir besoin nos cellules pour fonctionner, se reproduire, se régénérer. Donc, voilà, d'ailleurs, vous le voyez, dans les pays où il y a des famines très importantes et que donc il y a des carences de nourriture majeures. Vous voyez bien ce que ça fait sur les humains et sur les enfants. Parce que là, le microbiote, évidemment, ne peut absolument pas fonctionner. Les micronutriments ne sont pas du tout apportés au corps puisqu'il y a une déficience de nourriture. Et là, on voit le corps qui s'abîme, qui souffre. Et puis ça peut conduire aussi à des états, je veux dire, de désespérance du corps, qui se retrouve vraiment en pronostic vital. Donc, le fonctionnement en fait de notre intestin est clé pour nous assurer en fait notre bonne santé, en tout cas la bonne santé de notre organisme et de notre métabolisme. Donc ça aide à la digestion. Il y a un effet barrière, je vous le disais, c'est vraiment une enveloppe, totalement une barrière de protection qui fait que les bactéries pathogènes, les virus pathogènes, normalement, sont arrêtés. À partir du moment où on ne souffre pas de perméabilité intestinale. C'est pour ça qu'il faut que cette barrière, elle reste vraiment totalement imperméable pour éviter en fait le passage de bactéries ou de virus pathogènes. Important. C'est le lieu du développement de notre système immunitaire. Donc notre immunité, elle passe en fait par notre microbiote et le microbiote, il permet aussi de préserver notre santé mentale parce que 95% de la sérotonine est fabriquée à l'intérieur du microbiote. La sérotonine, c'est l'hormone dont nous avons besoin pour le sommeil et pour réguler l'humeur. Les gens qui souffrent de dépression, quand on leur donne des antidépresseurs, ce sont en règle générale des molécules qui vont travailler sur les précurseurs de la sérotonine. Parce que les gens qui souffrent de dépression ont une déficience dans la production de la sérotonine. Et là aussi, le microbiote joue un rôle extrêmement important. Et donc, prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin de sa santé physique, mais aussi de sa santé mentale. C'est ça qui est clé dans cette histoire. Et quand le microbiote est déséquilibré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les mauvaises bactéries prennent le dessus. Et on parle là de dysbiose. Voilà. Quand vous entendez ça, la dysbiose intestinale, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du microbiote et que les mauvaises bactéries ont plutôt pris les rênes
hein, du microbiote. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait par exemple le syndrome de l'intestin irritable. Ça fait les allergies. Ça fait les MICI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn. Ça crée un état inflammatoire chronique. Ça a un lien avec en fait des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, avec les maladies de peau et avec l'obésité. Donc, il faut voir qu'un microbiote déséquilibré, c'est quand même extrêmement embêtant pour la santé. Et en effet, quand les chercheurs en fait analysent, parce que c'est un sujet d'étude qui a une quinzaine d'années, le microbiote. Hein, avant, on disait il y a la flore intestinale, mais enfin, on n'était pas en train de regarder précisément ce qu'il y avait. Et en préparant cette conférence, donc je me suis dit, mais quel est le lien entre le microbiote et l'obésité? J'ai voulu comprendre. Eh bien, j'ai compris, parce que je suis allée chercher cette information. Figurez-vous que dans ces 100 000 milliards de micro-organismes, donc il y a des familles de bactéries, et il y en a deux. Il y a les firmicutes et il y a les bactérioïdètes. Les firmicutes, ce sont des bactéries qui sont shootées au sucre. Et celles-là, elles ralentissent le métabolisme. Et en règle générale, elles sont la porte ouverte à l'obésité. Parce que donc, elles gèrent, ces bactéries, la quantité en fait d'énergie que le métabolisme va utiliser. Donc les firmicutes, elles ralentissent le métabolisme et donc elles ouvrent la porte à l'obésité. À l'inverse, les bactérioïdètes, elles augmentent en fait la production du métabolisme, donc elles stimulent en fait la consommation d'énergie et elles permettent donc de garder, de ne pas prendre de poids. Donc c'est intéressant tout à coup de se dire ah bah oui, bah alors finalement c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'ai un équilibre en fait de ce microbiote parce que ça impacte en fait tout notre métabolisme. Donc ce microbiote, idéalement, il faut à la fois le nourrir, il faut l'entretenir et il faut l'entraîner. Alors le nourrir, comment faire pour avoir un bon microbiote? Alors la réponse, elle est assez simple. C'est on enlève la nourriture industrielle. La nourriture industrielle, elle est remplie d'acides gras trans. Et qu'est-ce que ça fait les acides gras trans? Ça dépose sur notre barrière intestinale, notre paroi intestinale, ça dépose comme une espèce de colle qui vient étouffer en fait la barrière. Et vous imaginez bien que s'il y a cette colle, notre petit film, notre biofilm qui permet en fait à tous ces micro-organismes de s'accrocher en fait à la paroi intestinale, ben, ça marche plus. Et donc la plupart de toutes des bactéries, eh bien, elles vont être emmenées avec le transit. Donc ça va complètement déséquilibrer ce microbiote. Donc ça, c'est la nourriture industrielle. La deuxième chose, c'est le sucre. Il faut enlever le sucre raffiné. Je ne parle que du sucre raffiné, là, je ne parle pas des fruits. Je vais y venir aux fruits. Il faut enlever le sucre raffiné. Pourquoi? Quand on mange beaucoup de sucre, alors déjà, on donne de la nourriture à firmicutes, ces bactéries-là dont je vous parle, totalement shootées au sucre, qui entraînent en fait un ralentissement de votre métabolisme et qui vous font plutôt stocker. Ça entraîne aussi le surdéveloppement de petites levures que nous connaissons bien, les candidats albicans. Les candidats albicans qui donnent quoi? Des mycoses. Voilà. Et ça, elles aussi, ces candidats albicans, ces levures-là, elles adorent le sucre. Bon. Donc ça, déjà, on évite ces deux catégories-là. On enlève la nourriture industrielle et le sucre raffiné. Et on se concentre sur quoi? On se concentre sur les aliments complets et sur les plantes qui sont nécessaires pour nourrir les bactéries. Donc, les aliments complets, ça va être quoi? Ça va être en fait des fruits et des légumes. C'est fondamental. Les fibres sont clés pour entretenir le microbiote et notamment le microbiote au niveau du côlon. Donc les fibres, on les trouve dans les fruits et dans les légumes. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'en consommer tous les jours. Et encore plus les fruits rouges. Les noix, les graines, les légumineuses, l'huile d'olive, le café, figurez-vous, ça a une très bonne action sur le microbiote, le poisson et tout ce qui constitue ce que l'on appelle à tort le régime méditerranéen, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un régime, c'est une façon de s'alimenter, où en effet, vous allez retrouver les fruits, les légumes, les fromages de chèvre et de brebis, des poissons, des œufs,
et très peu en fait de viandes rouges qui sont très inflammatoires. Ben ça, en fait, cette alimentation du régime méditerranéen, elle est formidable pour le microbiote. Elle le nourrit de la bonne façon. Elle lui apporte ce dont il a besoin, et notamment les fibres. On nourrit son microbiote, on entretient son microbiote. Et là, comment on l'entretient? On l'entretient avec les prébiotiques et les probiotiques. Alors, ce sont deux choses qui sont très différentes. Les prébiotiques, en fait, c'est la nourriture des bactéries. Voilà, c'est comme ça qu'on nourrit les bactéries intestinales, c'est avec les prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est les fibres alimentaires, c'est donc les fruits et les légumes et les légumineuses. Voilà, des très bons prébiotiques, par exemple, c'est les poireaux, les asperges et les bananes vertes. Pas les bananes trop mûres, parce que ça, c'est bourré de sucre. Les bananes vertes, très bon. Et le fait de nourrir ces bactéries avec des prébiotiques, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va, du coup, en mangeant en fait pas mal de fibres alimentaires, eh bien, on va améliorer son transit. Et un bon transit, c'est capital parce que c'est ce qui permet justement comment dire, d'évacuer toutes les toxines. Donc, comment dire, le corps a besoin d'avoir un bon transit. C'est fondamental pour notre bonne santé, pour éviter la stagnation en fait des déchets, puisque ce que nous évacuons dans notre transit, ce sont les déchets. C'est ce dont le corps n'a pas besoin pour fonctionner. Ça diminue en fait le cholestérol à jeun. Ça a un impact sur la glycémie aussi et l'insuline après les repas. Le fait de bien nourrir ses prébiotiques, ça renforce l'équilibre bactérien. Et puis, ça améliore l'absorption des minéraux comme le zinc, le fer, le calcium et le magnésium. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bénéfique de nourrir ces prébiotiques. Voilà, d'entretenir votre microbiote en lui donnant des prébiotiques. Les probiotiques, eux, ils protègent en fait le microbiote contre les bactéries pathogènes. Donc, les probiotiques, eux, ils facilitent le processus digestif et ils aident à la bonne dégradation des aliments que nous ingérons. Et ces fameux probiotiques, dans quoi on les trouve? Dans tout ce qui va être lacto-fermenté. C'est-à-dire, il va y avoir les yaourts, bien sûr, le kéfir, le kombucha, tout le soja fermenté, comme par exemple les soupes miso. Voilà, ça, c'est vraiment les légumineuses aussi. Il y a des probiotiques dans les légumineuses, les légumes et les fruits, bien sûr. Et sachant que les probiotiques, on peut aussi faire des cures en complément alimentaire de probiotiques. Je dis bien des cures parce qu'il ne faut pas le prendre en permanence. Il ne faut pas les prendre en permanence, les probiotiques. Il faut faire des cures à un moment quand on sent que, éventuellement, notre microbiote n'est pas à l'équilibre. Alors, comment on le sent? Déjà, quand on commence à voir qu'on a un transit qui est dérégulé, ça, on s'en rend compte assez rapidement. Quand on a des ballonnements, quand on a des gaz, quand on a des douleurs au niveau du côlon, où on se dit ah mince, voilà, on a des, comment dire, le bas-ventre qui est gonflé, qui est un peu douloureux. Bon, ça peut être le signe de troubles du transit. Ça peut être le signe pardon, d'autres troubles aussi, donc il faut toujours en parler en tout cas à son médecin, mais ça peut être ça. Bon, donc essayez dans ces cas-là de bien réguler votre transit via l'alimentation. Ça, c'est fondamental. Cette alimentation à base de fibres, de fruits et de légumes. Sans oublier bien sûr les protéines dont je vous ai parlé la semaine dernière, parce que ça, nous en avons besoin, nous, encore plus, nous les femmes, à la ménopause, pour entretenir les muscles et ne pas perdre de muscles et conserver une masse musculaire qui soit importante pour ne pas avoir une masse grasse trop trop intrusive. Voilà. Donc, on nourrit son microbiote, on l'entretient et on l'entraîne, le microbiote, par l'activité physique. Et oui, l'activité physique, ça permet en fait de conserver un microbiote équilibré. Pourquoi? Parce que quand on fait une activité physique, on met sur notre organisme un stress. C'est un stress qui est positif. Donc, on va avoir moins d'oxygène. Et en ayant moins d'oxygène à l'intérieur du corps, on va augmenter la chaleur des intestins. Et ça, c'est important parce qu'en augmentant la chaleur des intestins,
On favorise certaines bactéries et on stoppe la production d'autres bactéries. Alors, on favorise les bonnes bactéries et on stoppe les mauvaises bactéries. C'est pour ça que le sport permet aussi d'entretenir un bon microbiote et donc un bon transit intestinal. Voilà. Donc, le sport, c'est votre allié. Et il y a des études qui ont été faites. Ils ont pris 2 personnes qui, à la base, avaient le même âge et étaient sédentaires, les deux. Et elles avaient un microbiote qui n'était pas, on va dire, extrêmement sain par rapport à une personne du même âge qui faisait du sport. Et donc, une des personnes a accepté de faire 30 à 60 minutes de sport 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Eh bien, le résultat, après, a été que son microbiote a commencé à se réguler d'une façon beaucoup plus équilibrée que la personne du même âge, sédentaire, qui, elle, n'a pas fait l'exercice physique. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement, j'allais dire, simple de bien prendre soin de son microbiote à partir du moment où on intègre ce qui lui fait du mal. Donc, ce qui lui fait du mal à notre microbiote, c'est les antibiotiques. Mais ça, en règle générale, on n'y peut pas grand-chose. On prend des antibiotiques quand on est malade et qu'on est obligé de les prendre. Donc, en règle générale, c'est bien, si vous devez prendre des antibiotiques, de prendre des probiotiques pendant toute la durée, en fait, où vous prenez vos antibiotiques et un mois de plus, pour vraiment aider votre microbiote à se rééquilibrer et à se, et à, et à se guérir, en fait, de ce stress que lui ont mis, la prise d'antibiotiques. Bon, donc ça, c'est une chose. Mais ça, c'est un peu indépendant de nous, le fait de prendre des antibiotiques. La deuxième chose, c'est la nourriture industrielle. Ça, il faut l'enlever. Il faut vraiment considérer que la bonne santé ne va pas avec la nourriture industrielle qui est enrichie en sucre, en sel, en acides gras trans. Que des choses qui vont venir déséquilibrer, en fait, profondément notre microbiote. Et je vous assure qu'un microbiote déséquilibré, quand vous vous retrouvez avec une maladie inflammatoire chronique des intestins, mais là, c'est quand même extrêmement embêtant parce que vous allez créer un terrain propice à l'inflammation. Et l'inflammation, c'est pas juste d'avoir des rougeurs sur la peau, parce que ça c'est le stade 1, c'est pas très agréable, mais bon, c'est pas grave. Mais ça peut être beaucoup plus grave que ça, parce qu'à partir du moment où l'inflammation, s'installe, il y a quoi? Il y a les fameux cytokines pro-inflammatoires là qui se développent d'une façon, complètement anarchique, et l'inflammation qui se diffuse dans tout votre organisme. Et là, à partir de là, c'est la porte ouverte, en fait, à plein de maladies possibles. Donc, et que ce soit des maladies du métabolisme, comme le diabète de type 2, que ce soit des maladies très liées, au niveau des intestins, comme la maladie de Crohn, mais que ce soit aussi tout un tas de cancers qui se développent parce qu'on a ce terrain, inflammatoire, et que ce soit aussi l'anxiété et la dépression. Puisqu'on a vu, en fait, que grâce aux nerfs vagues, il y a vraiment une correspondance permanente entre l'intestin et le cerveau. Donc, si le microbiote est déséquilibré et que on a donc une production de sérotonine qui est complètement anarchique, on ne va pas pouvoir avoir un sommeil de qualité. Si on n'a pas un sommeil de qualité, et également on peut avoir des troubles de l'humeur. Et donc un sommeil de mauvaise qualité plus des troubles de l'humeur, ça n'aide pas vraiment à être dans un optimisme débordant. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même un organe, c'est pour ça que je vous disais, c'est l'organe central en fait de notre bonne santé, c'est vraiment l'intestin. Et l'intestin, il est, il fonctionne grâce au microbiote. Donc, entretenir son microbiote, le nourrir, et en prendre soin, franchement, c'est une des clés de la longévité en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, mettre au repos son système intestinal de temps en temps, c'est pas mal. Alors, soit vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire vous mangez sur 8 heures, vous jeûnez sur 16 heures, 1 ou 2 fois par semaine, quand vous êtes chez vous, quand vous n'avez pas d'obligation professionnelle, voilà, parce que ça, c'est vraiment un moment de pause. De façon la plus régulière possible, essayez de dîner très tôt et d'avoir terminé votre digestion, et très tôt et très léger,
d'avoir terminé votre digestion quand vous allez vous coucher pour justement que les intestins puissent faire cette fonction de démontage alimentaire qui est la fonction de nuit. La fonction de jour, c'est la digestion et la fonction de nuit, c'est le démontage en fait alimentaire de tout ce que l'on a ingéré dans la journée. Et on garde les micronutriments positifs et on évacue via le transit, eh bien, tous les déchets qui doivent sortir de l'organisme, qui ne doivent pas rester. Parce que c'est pas bon. C'est pour ça qu'un transit qui ne fonctionne pas bien, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Les constipations chroniques, c'est pareil, il faut les traiter. Parce que ça ne, comment dire, ça ne vous permet pas de maintenir en fait une bonne, un bon fonctionnement de tout votre métabolisme. Donc, soit vous pouvez faire du jeûne intermittent, vous pouvez faire des monodiètes, 3 jours de monodiète, de pommes, de raisins quand c'est la saison, voilà. De riz l'hiver, mais là maintenant on va plutôt arriver aux monodiètes sympas de l'été, où par exemple vous pouvez faire une monodiète de melon, par exemple, pendant 2-3 jours. Ça aide vraiment le système intestinal à se mettre au repos et donc à pouvoir se reconstituer et reconstituer justement le microbiote. Et vous pouvez aussi, si ça vous tente, faire du jeûne. Alors là, du jeûne thérapeutique, ça se fait sur une semaine en fait de jeûne hydrique, où on boit de l'eau et des tisanes et on ne mange pas. Mais alors là, je vous le dis tout de suite, pour l'avoir fait pendant de nombreuses années, un jeûne, ça se fait dans un centre dédié aux jeunes. Ça ne se fait pas chez soi pendant qu'on est en train de travailler et où tous les jours on doit faire à manger pour sa famille. Ça, c'est pas possible en continuant à faire des réunions, etc. C'est contre-productif. Un jeûne, en fait, faut bien vous le visualiser, c'est 3 semaines. Il y a une semaine de descente alimentaire, une semaine de jeûne et une semaine de remontée alimentaire. Et donc, il faut, quand vous décidez de faire ça, c'est 3 semaines de calme. C'est-à-dire que la semaine de descente alimentaire, si c'est une semaine où vous avez tous les soirs des obligations professionnelles, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être possible pour vous, c'est trop compliqué, c'est trop pénible à faire. Et idem pour la semaine de remontée. C'est-à-dire que la semaine de remontée, il faut aussi que ça soit une semaine calme parce que vous allez réintégrer au fur et à mesure des aliments. Vous ne pouvez pas vous retrouver tout de suite dans un cocktail et boire du champagne parce que c'est contre-productif ce truc-là. Donc, un jeûne, c'est quand vous avez 3 semaines au calme pour vous dans un centre, parce que la journée, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la nature 3 heures par jour, on se repose et on se fait masser, on fait des drainages lymphatiques, on fait tout ce qui va aider le corps à éliminer les toxines. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas avec les réunions dans un bureau et le stress de la vie professionnelle. Voilà. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est le fameux jeûne intermittent, les jours où c'est plus calme pour vous. Par exemple, le dimanche soir, qui a faim le dimanche soir? Franchement, je pense pas grand monde. Sachant qu'on a profité pendant tout le week-end. Si vous essayez tous les dimanches de vous dire, bon là moi, je me prends une tisane, vous arrêtez après le déjeuner à 15 h, et puis vous recommencerez à vous nourrir au petit déjeuner. Et puis pour ceux qui ont envie, vous pouvez faire un jeûne de 24 heures et recommencer à manger au déjeuner le lundi. Et vous allez voir, si vous faites ça une fois par semaine, vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir avec plus d'énergie. Vous allez sentir qu'en fait, vous êtes beaucoup plus léger. Tout simplement parce que vous allez autoriser vos intestins à un moment à se mettre au repos et à pouvoir se reconstituer et reconstituer ce fameux microbiote. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est très important, ce microbiote intestinal. Prenez-en soin. La meilleure façon, c'est vraiment votre alimentation. Voilà, donc des fruits, des légumes, des fibres, des légumineuses, des graines, des oléagineux, toutes les noix que, sont très bénéfiques pour notre microbiote. Et puis, quand vous mangez des protéines, parce qu'il faut en manger, eh bien, allez sur les œufs, le poisson, le fromage de chèvre, le fromage de brebis, tout ça, c'est très bien. Et tous les aliments lacto-fermentés, la choucroute, par exemple. Alors, la choucroute, c'est le chou de la choucroute, pas toute la charcuterie. Les cornichons, tous les légumes comme ça qui sont fermentés, ça, c'est excellent, en fait, pour le microbiote. Donc, prenez soin de votre microbiote. Si vous vous interrogez, eh bien, consultez un micronutritionniste ou
un médecin spécialisé en anti-âge qui va pouvoir vous faire, par exemple, le bilan des acides gras. Ça, c'est vrai que ce sont des examens qui ne sont pas remboursés, mais le bilan des acides gras, ça permet de vérifier si vous avez de la perméabilité intestinale. Et si vous avez de la perméabilité intestinale, le nutritionniste ou le médecin spécialiste que vous consulterez pourra vous faire un programme à la fois avec, par exemple, de la glutamine. La glutamine, c'est ce qui va aider en fait à resserrer la paroi intestinale pour que à nouveau elle soit imperméable. Mais la glutamine, ça ne se prend pas comme ça tout seul, sans médecin, parce qu'il faut savoir la doser. Surdosée, elle est négative pour l'organisme. En revanche, il faut qu'elle soit bien dosée, avec donc dans le temps et adaptée à votre problématique. Donc, par exemple, le bilan des acides gras, c'est un bon examen qui permet de voir comment fonctionne votre microbiote, par exemple. Bon. Mais ça, c'est vraiment, c'est à ça aussi que servent les consultations avec les micronutritionnistes ou les médecins anti-âge qui sont spécialisés dans ces, comment dire, sur ces sujets-là, parce que le microbiote, c'est un domaine, je vous dis, qui est récent, hein, où la médecine s'y intéresse depuis, on va dire, allez, 15 ans, 20 ans peut-être. On a encore des milliers de choses à découvrir, hein, sur son fonctionnement. C'est assez récent qu'on nous parle du deuxième cerveau et c'est toutes les découvertes autour du nerf vague, etc. Tout ça, c'est assez récent. Mais voilà, c'est une voie d'optimisation de sa santé. Voilà, c'est la fin de cette 3e édition, ce 3e épisode de Vieillir bien. Nous avons, j'espère, investigué en profondeur ce microbiote intestinal. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai tout à fait volontiers. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons d'un sujet, alors là, hautement important, le sucre et ses incidences sur notre santé. À ciao!